tous, nous sommes ensemble jusqu'à 23h30. Bienvenue. Le Sénat visite l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les sénateurs et leur président, Jeannot Assou-Kouadio, poursuivent leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Entre autres, visiter les grands chantiers et des infrastructures publiques pour toucher du doigt le progrès socio-économique. En France se tient la Semaine de l'Afrique. L'événement se déroule à la Maison de l'UNESCO dans la capitale française. C'est une activité annuelle pour marquer l'importance du continent. La Côte d'Ivoire est fortement représentée. Le savoir-faire du pays est partagé avec le reste du monde. Et puis c'est un miracle et une joie pour la Colombie après avoir erré, livrés à eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle amazonienne. Les 4 enfants âgés de 13 ans, 9, 4 ans et 1 an rescapés d'un crash d'un petit avion dans lequel ils voyageaient ont été retrouvés vivants. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI, communiqué lu par Didier Nguessan. La Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de réception des réclamations dans le cadre du traitement du contentieux de la liste électorale qui a débuté le 1er juin pour s'achever le 10 juin 2023 est prorogée jusqu'au jeudi 15 juin 2023, inclus sur le territoire national. La liste des réclamations sera affichée au sein de chaque commission électorale locale le vendredi 16 juin 2023. Par conséquent, les observations sur les réclamations seront reçues du samedi 17 au mercredi 21 juin 2023 inclus. Ces ajustements de délai opérés à la demande des acteurs politiques visent à prendre en compte et traiter les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de toutes et de tous pour la conduite à bonne fin de cette phase de mise à jour de la liste électorale. Je le disais à l'instant, le Sénat était l'invité spécial de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les sénateurs et leur président, Jeannot Assou-Kouadio, poursuivent ainsi leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. On voit cela avec Michel Digré. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville ouvre ses portes aux sénateurs. Le temps d'une visite guidée, une trentaine de représentants de la Chambre haute du Parlement découvre les 1200 hectares de terrain qui abritent les installations de l'AILCT. L'état des bâtiments, des équipements et des champs d'entraînement en passant par le curricula des formations. Le directeur général de l'Académie, le général de brigade, Ala Joseph Kwame et ses collaborateurs ont instruit les sénateurs sur cette académie, pilier majeur de la lutte régionale contre le terrorisme. Regardez comment on a anticipé et qu'aujourd'hui le président Lassane Ouattara fait des efforts, s'évertue à protéger les 322 400 km². Et cette académie est l'anticipation pour la protection des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. On ne peut qu'en être fier. Tous les pays qui ont une économie forte, une armée forte, et nous sommes sur le chemin de construire une Côte d'Ivoire forte avec une armée forte qui protège l'économie. Jeannot Assou-Kouadio se dit satisfait des expertises développées dans cette académie qui illustre la vitalité de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. On en vient à la Semaine de l'Afrique qui se tient en France. L'événement se déroule à la Maison de l'UNESCO dans la capitale française. C'est une activité annuelle pour marquer l'importance du continent. La Côte d'Ivoire est fortement représentée. Le savoir-faire du pays est partagé avec le reste du monde. Michel Eugène Atoubé est notre envoyé spécial. L'éducation, la culture et la science dans le développement des échanges intra-africains. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. L'intérêt que suscite l'événement, la mobilisation des États africains membres et la forte présence des acteurs de l'éducation, de la culture et des nouvelles technologies, tous exposants venus faire découvrir leurs talents au nom de leurs pays respectifs, mais surtout ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, achève de convaincre de l'engagement de l'UNESCO à jouer un rôle majeur dans l'intégration africaine dans la perspective
du développement du continent. Nous sommes toujours là pour accompagner l'Afrique vers sa transformation et pour réaliser le rêve des pères fondateurs d'une Afrique unie. Sur des accents de fête, la semaine africaine de l'UNESCO aura révélé le continent dans toute sa diversité. La Côte d'Ivoire, justement, a présenté ses atouts et son potentiel à travers ses exposants, auteurs, artistes, peintres, mais également sa capacité à transformer les produits et son intelligentsia dans le domaine des nouvelles technologies. À l'exemple de cette start-up qui met l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Et cette start-up a été vraiment appréciée par d'autres pays qui ont souhaité que ce modèle qui a été mis en place en Côte d'Ivoire et au Cameroun soit mis ailleurs. Donc, vous voyez qu'à partir de cette semaine africaine, la Côte d'Ivoire va pouvoir rayonner dans d'autres pays. La semaine africaine préfigure un peu ce que nous voulons de la zone de libre-échange économique. La semaine de l'Afrique est le second acte de la semaine africaine 2023 à l'UNESCO. L'institution montre sa détermination à accélérer l'intégration africaine par la mise en œuvre effective de la ZLECA, zone de libre-échange continentale. La ZLECA, entrevue comme voie de développement et de progrès pour le continent africain. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme veut localiser et faire un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier de l'État. L'urgence est signalée pour loger les services administratifs de l'État. Le ministre Bruno Nabagné-Koné était en visite à la Société nationale du patrimoine immobilier. L'ancien Bakayoko nous en parle. À l'issue de cette visite, le ministre Bruno Nabagné-Koné a pu toucher du doigt les réalités de la Société nationale du patrimoine immobilier de l'État. Selon lui, une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à disposition de l'administration et des services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs. Progressivement sortir de la logique des baux dans laquelle nous sommes depuis 40-50 ans pour rentrer définitivement dans une logique où l'État est propriétaire des locaux dans lesquels son personnel travaille. En plus du renforcement de la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, l'objectif est d'améliorer l'exploitation économique et la rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Nous avons démarré par la commune du Plateau. Déjà, il s'agit d'une actualisation parce qu'il y a eu un recensement par le passé du patrimoine immobilier de l'État qui avait fait noter 32 761 biens, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons la mission de faire du patrimoine immobilier un levier de financement tant de son développement que de financement d'autres chapitres du budget national. Aussi, le patrimoine immobilier de l'État peut avoir un bon retour sur investissement et constituer une garantie auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre des projets PPP. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cette vision-là colle avec la vision du développement urbanistique de la ville d'Abidjan, où nous prévoyons 3 villes nouvelles dans les environs de la ville d'Abidjan, à Agnama, à Bassam et à Bégerville. Et bien évidemment, dans chacun de ces développements urbains, il sera compris une part importante de locaux à usage de bureaux et en particulier de locaux à disposition pour les agents de l'État. La Société nationale du patrimoine immobilier de l'État a été créée en février 2022 afin d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. En somme, un outil de bonne gouvernance. Autre volet de l'actualité, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a lancé ce samedi les examens de fin d'année. Cette année, ils sont plus de 28 500 candidats en lice. Le ministre Kofi N'Guessan a réitéré sa volonté de former les jeunes et de faire de son département un véritable secteur d'employabilité en Côte d'Ivoire. Issa Tionayeo. Plus de 28 000 candidats sont en lice cette année dans les filières techniques et professionnelles pour l'obtention du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, BEP, brevet d'études professionnelles, BT, brevet de technicien et BP, brevet professionnel. Le lancement de ces examens vient d'être fait au lycée technique à Cocody.
nous constatons une légère hausse du nombre de candidats de l'ordre de 2000 se présentant aux différents examens. Celle-ci est révélatrice sans doute du nouveau virage entrepris par M. le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a séduit les jeunes Ivoiriens. Ce lancement des examens est l'occasion pour le ministre Kofi Nguessan d'indiquer l'importance des informations pour les jeunes. Mesdames et messieurs, les réformes entreprises visent à co-construire avec l'ensemble des acteurs et des partenaires un système de formation technique et professionnelle performant, dont l'efficacité interne devra déboucher sur des taux très élevés de succès. À la vérité, notre système ne doit plus permettre ni les échecs, ni les exclusions. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de repenser notre pédagogie et les méthodes de transmission du savoir-faire ainsi que le savoir-être à nos apprenants qui, au demeurant, possèdent des talents quelquefois inavoués. Chers stagiaires, chers candidats, je vous recommande d'aborder les épreuves de ces examens en toute confiance, car vous avez travaillé avec sérieux durant toute l'année. Les résultats reflèteront objectivement vos compétences. Les épreuves écrites de ces examens se dérouleront du mardi 20 au vendredi 23 juin 2023. Pour rappel, les épreuves physiques ont eu lieu du 15 au 31 mai dernier. Ce vendredi 9 juin, Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a récompensé les meilleurs élèves de l'orphelinat de garçons de Bingerville et l'orphelinat national de filles de Grand Bassam. Ces élèves ont reçu plusieurs lots pour leur abnégation au travail. C'est ce que nous apprennent Evelyne Yeboué et Léon Brou. Ils sont 45, ces pensionnaires des orphelinats de garçons de Bingerville et de filles de Grand Bassam, récompensés pour l'excellence de leurs résultats de fin d'année scolaire. Votre présence ici à cette célébration de l'excellence des pensionnaires des orphelinats publics est un témoignage éloquent de votre attachement à chaque pilier de la maison Femmes, Famille, Enfants que vous pilotez si brillamment. Nous vous remercions, maman, pour cet engagement ô combien bénéfique dont nous sommes au quotidien les heureuses bénéficiaires. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et mes vifs remerciements à Madame la ministre, dont le leadership à la tête de ce ministère en charge de la protection de l'enfant contribue grandement à donner le rayonnement particulier à ces êtres fragiles qui n'ont besoin que d'attention. La ministre ici remerciée est celle en charge du portefeuille de la femme, de la famille et de l'enfant, donatrice de ces ordinateurs, tablettes éducatives et kits scolaires. Un élan de solidarité et d'encouragement des pensionnaires des orphelinats, tous des cas sociaux au surpassement. Ces enfants ont toujours été célébrés, mais aujourd'hui, on a voulu le faire de façon couplée et leur donner un message fort en tant qu'enfants, et leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. Marque aussi cette célébration de l'excellence dans les orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam, la distinction de ceux des encadreurs qui se sont illustrés par leur abnégation au travail. La lutte contre le tabagisme porte ses fruits. La consommation du tabac est en baisse, selon le directeur coordonnateur de la lutte, qui était l'invité du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, à sa tribune. Tout savoir sur la lutte sera renforcée, a-t-il promis. Didier Nguessan. La consommation du tabac en Côte d'Ivoire regresse. L'effectif des fumeurs de 15 à 19 ans a baissé de moitié, passant de 6% en 2010 à 3% actuellement. La tranche 19-24 ans est passée de 24 à 13%. Des chiffres présentés par Ernest Zotoa, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions, à la tribune Tout savoir sur. De 25 à 29 ans, le taux qui était de 37%, on est aujourd'hui à 19%. Il y a eu une sensibilisation et nous avons fait une évaluation. On était autour de 34%, ce qui n'est pas bon. Quand on a commencé à sanctionner, le taux est remonté. Et aujourd'hui, nous sommes à 80% d'application.
Pour l'invité du CICG, les mesures prises par le gouvernement contre le tabagisme, entre autres, le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun et l'augmentation des taxes sur le tabac donnent d'importants résultats sur le terrain. Chaque année, on augmente la taxe sur le tabac pour que cela soit cher à la population. La prolifération des nouveaux produits, surtout les chichas, qui sont consommés en désordre. Ça, nous allons y mettre fin. Les réfractaires aux mesures de lutte contre le tabagisme s'exposent à une amende de 15 000 à 100 000 francs CFA pour les fumeurs et de 50 000 à 250 000 francs CFA pour les propriétaires d'espace. Autre sujet, les responsables de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire ont procédé à la remise officielle des infrastructures de base réalisées au profit des populations de l'Aleraba, village situé à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Réalisation qui répond à l'intégration des communautés ivoiriennes et burkinabés et à la lutte contre l'oisiveté des jeunes à la frontière. Charles Tatou. Plus de temps pour la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire face aux difficultés qui développent le sentiment d'abandon chez les populations des zones frontalières par l'administration centrale. Il s'agit du déficit des bâtiments scolaires et sanitaires, du manque d'eau potable et autres conditions de vie difficiles. La dite commission tient ses promesses à l'Aleraba, localité de la sous-préfecture de Kawara, circonscription administrative frontalière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Une cantine scolaire, un marché couvert et un forage réalisés, puis un stade de football en cours de réalisation. Accompagné des autorités préfectorales du Thiologo et celles de la région des Cascades au Burkina Faso, le directeur exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire vient d'inaugurer les infrastructures de base. Nous avons entrepris des démarches auprès des populations pour enregistrer leurs besoins. Et au titre de leurs besoins, 4 infrastructures ont été identifiées. Ces infrastructures répondent aux besoins des populations, aux besoins de renforcement de leur résilience. C'est parce que nos jeunes ne sont pas occupés qu'ils s'adonnent effectivement au gain facile des djihadistes. C'est pour les occuper, c'est pour en tout cas chasser l'oisiveté, c'est pour également renforcer leurs capacités intellectuelles et physiques. Avec les étrangers qui sont avec nous ici, donc il n'y avait pas de l'eau. Donc aujourd'hui on est content, on a eu de l'eau, il n'y a pas de problème. Pour contribuer à l'amélioration de la santé et aux actions de promotion de l'environnement, des consultations gratuites et de dépistage et un planting d'arbres ont ponctué la cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la journée africaine des frontières. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a officiellement lancé le 9 juin 2023 à l'hôtel Pullman Abidjan Plateau la cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme et des loisirs connus sous le nom des Sublimes du tourisme. L'événement qui se tiendra le vendredi 15 décembre 2023 au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire vise à promouvoir la qualité, fidéliser la clientèle et renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. On voit cela avec Patricia Omouitia. Cette deuxième édition des Sublimes du tourisme, cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme, mettra en exergue l'excellence dans différents domaines du tourisme ivoirien. Au total, 33 trophées seront décernés, répartis dans la catégorie de l'hébergement, des établissements de restauration, des établissements et espaces de loisirs, des agences de voyage et des loueurs de véhicules de tourisme. Les conditions de participation exigent que les établissements exerçant dans le secteur du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire disposent des autorisations et licences d'exploitation. Les Sublimes du tourisme, c'est une compétition. Le ministère va chercher le meilleur. Donc, avec les critères qui ont été établis conjointement par les acteurs et le ministère. Une initiative qui témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien à développer et promouvoir le tourisme afin de fidéliser la destination ivoirienne auprès des visiteurs, notamment lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait véritablement un engouement qui soit un engouement de la part des investisseurs et de la part de nos partenaires à accompagner nos champions. Faire en sorte que ceux qui seront primés cette année feront l'objet de suivi avec un comité, un cabinet spécial
pour les accompagner. La cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme et des loisirs, dénommée les Sublimes du tourisme, se tiendra le 15 décembre prochain au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Parlons à présent de religion. Le lancement officiel du projet Tariq Makka, ou la route de la Mecque, a eu lieu hier vendredi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence des autorités ivoiriennes et saoudiennes. Cette initiative des autorités de l'Arabie saoudite vise à faciliter ce voyage spirituel aux candidats au Hajj, mais aussi et surtout faciliter les conditions d'entrée sur le territoire saoudien. Pargasso reconnaît. Comptoir d'enregistrement et de contrôle des passeports flambant neufs, appareil de prise d'empreintes et de photos modernes, drapeau de l'Arabie saoudite visible, photographes, policiers, douaniers et agents aéroportuaires saoudiens en plein boulot. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à l'aéroport international de Médine ni de Jeddah, mais bien à l'aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. La présence de ces autorités et du personnel aéroportuaire saoudien, le lancement officiel du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. Ce projet, une initiative des autorités de l'Arabie saoudite. Il vise à faciliter le voyage du 5e pilier de l'islam aux candidats au Hajj, mais surtout faciliter les conditions d'entrée sur le territoire saoudien. L'objectif visé par cette initiative est d'accueillir les candidats au Hajj et achever entièrement toutes les procédures liées à leur entrée en Arabie saoudite à partir d'ici en Côte d'Ivoire. Tariq Makka, ce projet salué par les responsables de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. C'est un honneur sur le plan spirituel et sur le plan social et aussi sur le plan du prestige de la Côte d'Ivoire. Que cette coupe que nous avons eue, il ne faut pas la perdre. En plus des guides de la communauté musulmane, ce projet bénéficie du soutien des autorités de la Côte d'Ivoire. C'est un programme qui permettra à nos pèlerins, après un long voyage, d'aller directement dans leur lieu de résidence. Quel soulagement! Je voudrais, au nom de son Excellence, El Hadj Alassane Ouattara, remercier infiniment Sa Majesté, le roi de l'Arabie saoudite, pour ce grand honneur fait à notre pays, la Côte d'Ivoire. Après le lancement, personnel aéroportuaire et futurs pèlerins ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venues leur apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement. À leur côté, les diplomates saoudiens et les responsables du COSIM et du CODIS. Ils n'ont pas manqué de leur distribuer des bouquets de fleurs. Heureux, les candidats au Hajj entendent prier pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. On était vraiment heureux de voir Kandia, le Cheikh Aïman, les ministres, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Nous abordons un virage important, il s'agit donc des élections. Donc on ne peut pas aller en lieu saint et sans prier pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Rappelons que de tous les pays du monde qui effectuent le pèlerinage en terre sainte d'Arabie saoudite, la Côte d'Ivoire, sur les 7 pays choisis par les autorités saoudiennes, est le seul pays de l'Afrique subsaharienne retenu cette année pour ce projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. Ceci pour sa bonne organisation du Hajj. Et on sera à Médine, deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque, ville du prophète Mohammed. Les pèlerins ivoiriens ont participé à la prière de vendredi dans la mosquée construite par leur prophète, aux côtés de plusieurs délégations venues de plusieurs horizons. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo, Sissi Ibrahim. C'est la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Elle est la deuxième mosquée la plus sainte de l'islam après Masjid Al-Haram à la Mecque. Elle est située au sud-ouest de Médine. C'est ici que le prophète Mohammed s'est arrêté pour faire la prière du vendredi. Débouchant de toutes les rues, les pèlerins par groupe pressent le pas. Et ils sont venus des 4 coins du monde pour le pèlerinage. En ordre serré, ils occupaient le moindre espace libre. Ils se regroupent selon leur pays d'origine. D'autres sont identifiables de par leurs uniformes ou des écharpes. En ce vendredi, une grande ferveur se dégage des visages. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur de la mosquée, toutes les différences s'effacent. Tous les fidèles témoignent sympathie, solidarité et tolérance avant le début de la prière. Place à la prière du vendredi, faite de 2 rakats. Allah, Allah.
Ici, une prière effectuée vaut 1000 autres accomplies dans une mosquée autre que celle de la Mecque. Les pèlerins ivoiriens marquent leur présence. Deuxième vol est tombé sur vendredi saint. Vraiment, ça a été une fierté pour nous. Donc, nous prions pour toute la Côte d'Ivoire et pour notre famille et surtout nos dauphins aussi. La dimension, elle est très grande. C'est-à-dire, je ne parle pas de la grandeur de la mosquée, mais du fait de prier un seul Juma ici. Quand vous voyez les mérites, vraiment, c'est satisfaisant. Et on en profite de vos micros pour saluer nos autorités. Parce que vraiment, hier, en allant à la Raouda, on a vu comment les Ivoiriens ont été accueillis et on a vu comment on nous a respectés ici. Et on nous a dit depuis Abidjan que le président de la République avait vraiment mis des choses en place ici. Et quand nous sommes arrivés, on a constaté les faits réels. Donc nous disons merci au président. L'emplacement de la mosquée a été choisi d'après l'endroit où la première prière du vendredi a été effectuée dans cette ville. Retenons que la mosquée originale a été construite par Muhammad. Le premier édifice n'était pas grand et ne représentait qu'une petite partie de la superficie du bâtiment actuel. La taille de la mosquée a été considérablement augmentée depuis la formation du royaume saoudien. La dernière rénovation a eu lieu sous le roi Fahd. On passe au sport. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se déplace en Zambie pour affronter les Chipolopolo le 17 juin 2023. Bien avant, le sélectionneur Jean-Luc Gasset a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette rencontre qui compte pour la 5e et avant-dernière journée. Arsène Kouassi. Pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplacent en terre zambienne pour affronter les Chipolopolo. Ce sera avec une liste de 22 joueurs, sans Seko Fofana, Wilfried Zaha, Sébastien Haller et Nicolas Pepe, absents pour cause de blessures. En revanche, on enregistre la surprise Evan Ndika. Le défenseur d'Eintracht Francfort a été appelé pour la première fois avec les éléphants. Evan Ndika, depuis ma prise de fonction, c'est un joueur que je suivais. Il a été élu meilleur défenseur de Bundesliga l'année dernière. Je pensais que dans l'axe central, il nous fallait un joueur de cette trempe. Et je l'avais sollicité il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, à force de travail, on est arrivé à l'objectif, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre, ça va être un plus pour nous. Absent lors du dernier match des éléphants contre les Comores, le Lillois Jonathan Bamba est à nouveau convoqué. Jonathan Bamba sera là pour le match de la Zambie. On a la chance de l'avoir déjà entraîné à Saint-Étienne. C'est un garçon qu'on connaît, c'est un homme qu'on connaît. Certains joueurs comme Maxwell Koné, Konaté Karim, Emmanuel Agbadou, Delis Simon effectuent leur retour. Qualifiée d'office pour la 34e édition qu'elle abrite du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe H avec 10 points. Culture à présent, 40 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'héritage musical de la légende ivoirienne Ernesto Djedje, le Ziglibiti, ce style musical et danse tradie moderne qui inspire ces sonorités traditionnelles des peuples de l'Ouest, répond-il aujourd'hui aux enjeux tant promus par son créateur? C'est l'une des questions majeures qui est débattue à l'occasion de la commémoration des 40 ans de sa disparition, la disparition donc de l'artiste. Élément signé Souleymane Denesangou. Des couronnes de fleurs au pied de la statue du roi du Ziglibiti à l'entrée de l'INSAC. Artiste hors pair, Ernesto Djedje laisse un héritage qui dépasse les frontières. « 40 ans après, le style alliant langue maternelle et sonorité énergétique reste une influence dans le reste du monde. Le Ziglibit, c'est son genre musical qu'il a créé, parce que c'est lui seul qui a pensé et celui qui l'a réalisé. Nous, on était juste là pour l'accompagner dans sa vision. Le Ziglibiti est une danse de recherche. C'est une musique de recherche. Et les deux combinés ont donné une joie de vivre. Le Ziglibiti veut dire chanson sucrée, succulente, douce, dont on ne peut résister. Grâce à des titres toujours d'actualité.
Et selon des études artistiques et scientifiques menées par des chercheurs ivoiriens, l'artiste laisse derrière lui un riche patrimoine culturel. Sur le plan scientifique, nos étudiants doivent pouvoir s'en inspirer pour créer, s'en inspirer pour améliorer. Et puis, pourquoi pas, créer d'autres pas de danse qui seront un peu plus comme le Ziglibiti. Une décennie avant le Zouglou et 20 ans avant le coupé-décalé, Ernesto Djedje est parvenu à faire vibrer le continent au rythme du Ziglibiti, adaptation soul et funk de la culture du terroir. Le Ziglibiti ne peut pas disparaître parce que c'est quelque chose qui a été bien pensé et travaillé musicalement. Et c'est tout à fait logique que ça traverse le temps. Djedje est un homme atypique, excentrique. 40 ans après, on ne parle que de lui. Posons-nous la question. Est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop tôt? 47, 83. Donc, symphonie inachevée. La mort de Djedje, alors qu'il avait toutes les cartes en main pour franchir une nouvelle étape à l'échelle internationale, a eu rapidement raison du Ziglibiti. Les témoignages qui lui sont consacrés affiche de la rémanence de sa vision au-delà des frontières. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la nouvelle de leur disparition avait fait le tour du monde, mais aujourd'hui, c'est le soulagement. Les 4 enfants disparus dans la jungle amazonienne de Colombie après le crash de l'avion survenu le 1er mai dernier ont été retrouvés vivants. Ces enfants rescapés étaient âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an. Ils ont erré pendant 40 jours dans la jungle, livrés à eux-mêmes, mais ils ont survécu. Les adultes dont leur mère, qui voyageait avec eux, ont péri dans le crash. Les secouristes de cette opération dénommée Espérance ont parcouru au total près de 2600 km dans cette jungle impénétrable, toujours avec une foi intacte. C'est un miracle, selon le président colombien Gustavo Petro. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.